Bienvenue sur cette introduction à React. Alors que vous souhaitiez devenir développeur web, front-end, full stack, ou que vous le soyez déjà et que vous passiez sur React et donc que vous cherchiez à en apprendre davantage sur React, eh bien vous êtes au bon endroit puisque je vais essayer de vous introduire React le plus largement possible. On va essayer de voir aussi pourquoi on utilise des frameworks front-end parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin de ça. On va essayer de se poser des questions. Voilà, la question du pourquoi, de manière générale, c'est une question qu'il faut toujours se poser. Je vais vous proposer une petite roadmap et c'est la roadmap que moi je vais essayer de suivre sur cette série de vidéos React. Je vous invite donc à embarquer dans cette aventure en commençant tout simplement par une petite présentation que j'ai réalisée. Donc on va essayer de comprendre déjà pourquoi React. Alors quel problème React résout en réalité? Eh bien tout simplement que ce soit React ou un autre framework, d'ailleurs React n'est pas un framework mais on va détailler ça plus tard, les problèmes qui se posent en fait c'est que JavaScript tout seul c'est pas suffisant. Vous l'avez peut-être remarqué mais JavaScript c'est assez long. Quand les projets grossissent, vous imaginez bien des projets comme je sais pas Amazon, le site d'Amazon ou eBay ou Airbnb ou des choses comme ça, ça va devenir difficile à maintenir si vous écrivez tout le code avec du JavaScript pur et dur, sans aucun framework, sans aucun outil pour vous aider. Voilà, donc ces frameworks en fait vous donnent des outils, une boîte à outils, des bonnes marches à suivre. Ils implémentent pour vous des design patterns, des choses comme ça, qui sans réfléchir vont vous permettre d'avoir une code base assez propre et assez uniforme dans le projet. Les entreprises évidemment utilisent React, donc ça je vais vous montrer un petit peu après, mais ça va forcément influencer votre choix puisque vous l'objectif de choisir un framework ou un autre, ça va aussi se faire sur le fait de savoir si vous allez pouvoir l'utiliser pour gagner de l'argent ensuite. L'objectif étant soit de devenir développeur web, soit en tout cas de monter en compétence sur cette technologie qui va vous servir à un moment donné pour construire des projets ou pour vous vendre ensuite sur des missions freelance ou un CDI. Voilà, donc c'est important de regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché du travail. Et puis React, ça va simplifier tout un tas de choses. Avec JavaScript, je l'ai dit, vous codez tout from scratch, donc vous codez tout du début à la fin, tout le temps. C'est un atout au début pour bien comprendre ce que vous faites, pour bien comprendre comment ça fonctionne en coulisses. Mais ensuite, c'est une balle que vous allez vous tirer dans le pied parce que vous allez perdre un temps monstrueux. Et puis, ça va être encore une fois difficile à maintenir. Donc, l'idée, c'est d'évoluer sur un framework une fois qu'on a de bonnes bases en JavaScript. Ok, alors il n'y a pas que Angular, que React comme solution. Voilà, j'ai vu Angular. Alors, vous avez effectivement ce framework-là, Angular, qui est basé sur TypeScript et développé par Google. Alors, c'est un framework tout en un, une usine à gaz, alors qui fait sa popularité. Les entreprises, en tout cas françaises, ont beaucoup aimé Angular jusqu'à il y a quelques années où React est apparu et là, il a réussi à prendre un petit peu le dessus. Mais Angular en France, c'est quelque chose qui a pesé quand même un long moment. Et c'est aussi c'est un outil tout en un, mais c'est aussi ce qui fait son plus gros défaut parce que pour le moindre projet, pour le moindre petit truc, en gros, vous allez importer tout un tas de choses et ça va vous donner des projets volumineux dès le départ. Donc si vous ne voulez pas monter des gros projets d'envergure, Angular c'est peut-être un peu too much en réalité. Donc Angular c'est un bon choix. Pour commencer, c'est même un très bon choix, je pense. Vous allez voir, en général, les développeurs, ils sont pas trop fans. Ils commencent avec Angular, mais ils peuvent basculer sur autre chose plus tard. Pourquoi? Parce que Angular, c'est quand même assez strict. Il y a une structure qui n'est pas forcément très flexible. Mais bon, pour commencer, ça vous donne aussi une structure de projet. Ça vous donne des petites bases que les autres technologies vont peut-être un peu moins vous apporter et ça va peut-être un petit peu semer l'embrouille chez vous. Bon, avec React, c'est un peu ce qui va se passer, vous allez voir. React, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook et elle sert à créer des interfaces utilisateurs dynamiques. Alors React, vous le voyez, ce n'est qu'une librairie JavaScript. En réalité, quand on crée un projet React, on importe deux choses. On importe React, c'est-à-dire le cœur même de React, la librairie React, et puis React DOM. Alors React DOM, vous allez voir,
Il faut bien comprendre ce que c'est que le DOM, donc je vais y revenir, mais React DOM, c'est ce qui va évidemment vous permettre de passer de la syntaxe React, hein, qui est un petit peu particulière, on verra ça plus tard, à quelque chose de compréhensible par votre navigateur, tout bêtement. Et puis enfin, vous avez une dernière possibilité qui est Vue.js, qui commence à prendre un peu d'ampleur, vous l'avez peut-être un petit peu remarqué. C'est le dernier arrivé sur le marché, donc c'est la raison pour laquelle c'est probablement pas le plus utilisé aujourd'hui, mais c'est un framework comme Angular et qui se veut beaucoup plus simple et plus sexy que Angular, hein. Angular, je dirais, c'est pas qu'il a fait son temps, mais il a eu un peu de mal à évoluer avec le temps. Et en fait, aujourd'hui, Vue est une alternative que beaucoup de développeurs ont fait le choix de prendre, quoi, hein. Vue, c'est quelque chose d'assez qui prend vraiment en puissance, quoi. Ok, donc on a ces trois possibilités. Alors maintenant, pourquoi je vous recommande React et pourquoi moi je vais partir sur React sur cette chaîne YouTube? Alors déjà, avant de vraiment parler de React en soi, que ce soit pour n'importe quel framework front-end, la question peut-être à vous poser avant de passer sur un framework, c'est finalement, est-ce que vous maîtrisez JavaScript? Je ne suis pas le premier à le dire, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être pas la première vidéo que vous voyez sur le sujet, mais en fait, il faut de bonnes bases en JavaScript. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer des années sur JavaScript avant de pouvoir utiliser une technologie comme React, Angular ou Vue, mais il faut quand même des bases assez solides. Et notamment ici, je vais vous parler du DOM parce que React utilise en fait ce qu'il appelle un DOM virtuel qui permet d'optimiser le rendu à chaque fois au moment du développement et au moment du build. Mais l'idée c'est, voilà, il faut maîtriser JavaScript pour le web. Alors, React c'est bien, mais avec JavaScript c'est mieux. Donc au début, souvent ce qui se passe, c'est que on découvre un petit peu le langage, hein, JavaScript, hein. Qu'est-ce que c'est, un petit peu la syntaxe, comment on crée des variables, des boucles, des conditions, donc la partie algorithmie. Ce qui est encore mieux, c'est d'apprendre un petit peu ce que sont les structures de données, les tableaux, hein, les objets, les classes. Voilà. Si vous avez toutes ces bases-là déjà en JavaScript, vous avez des bases assez solides, hein, en algorithmie. Et il y a souvent un deuxième gros morceau sur les cours, on va dire un peu classique JavaScript, c'est le DOM. Mais souvent, ce qui se passe aussi, c'est que c'est une partie qui est distincte de la partie algorithmie. Donc vous avez en gros deux grosses parties, hein, avec JavaScript, l'algorithmie et le DOM. Et ça, c'est une erreur en soi. Alors, sur le parcours d'apprentissage, vous pouvez séparer les deux. Maintenant, je pense qu'il faut une troisième partie où vous regroupez les deux. Le DOM, c'est pour manipuler votre structure HTML, hein, ni plus ni moins. Le DOM, c'est une API, hein, on va en reparler. Il faut pouvoir mélanger ça avec de l'algorithmie, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous avez d'un côté tout ce qui va permettre la puissance du web dynamique qu'on connaît aujourd'hui sur beaucoup de sites, sur beaucoup d'applications, et de l'autre, tout ce qui va vous servir justement à manipuler votre structure HTML, hein, ce qui va permettre finalement de rendre votre site de rendre votre site dynamique. Et donc en fait, il faut réussir à mélanger les deux. Et là, c'est souvent le point où ça bute, voire le point inexistant avant qu'on passe sur un framework. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est évidemment de mélanger les deux. Donc, il faut se mettre à niveau, il faut être prêt avant de passer à React, ou Angular, ou Vue. L'algorithmie, c'est pas pour faire joli, ne faites pas la passe sur l'algorithmie parce que vous allez voir que ce soit React ou un autre framework, ils exploitent tous ces principes-là, hein, c'est obligatoire pour faire du web dynamique. Amazon, pour vous afficher tous les produits à l'écran, il faut qu'il boucle sur un ensemble de produits. Il ne va pas à chaque fois faire à la main, il n'y a pas un petit développeur derrière son écran qui tape à la main, vous savez, chaque ligne pour chaque produit sur le site web, ça se fait automatiquement. Donc il faut pour ça bien comprendre ce que c'est qu'une boucle, et donc il faut passer un peu de temps sur l'algorithmie, c'est vraiment indispensable. Maintenant pareil, le DOM, c'est pas juste une notion, c'est pas un truc qui doit rester un peu obscur comme ça, où vous dites ok j'apprends JavaScript et voilà, j'arrive à manipuler mes balises HTML. Il faut réussir à prendre un peu de hauteur, avoir une vision un peu macro, c'est-à-dire en gros le DOM qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est concrètement, ce terme-là il désigne quoi? Et en fait tout bêtement le DOM c'est une API. Alors évidemment vous savez peut-être pas ce que c'est une API. Bon, l'idée c'est qu'en gros c'est une boîte à outils
et vous pouvez piocher dedans pour manipuler votre structure HTML. Vous pouvez créer des balises, vous pouvez insérer des balises dans d'autres balises, vous pouvez récupérer les balises existantes de votre structure HTML, vous pouvez insérer de nouvelles valeurs à l'intérieur, donner des propriétés, des classes CSS, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça vient, c'est la boîte à outils pour manipuler le HTML, et c'est ce qu'on appelle le DOM, hein, c'est les outils JavaScript qui permettent de faire ça. Évidemment, tous les frameworks exploitent ça à fond, hein. Le but du jeu, c'est de manipuler votre structure HTML. C'est ça qui va faire que votre site il est dynamique. Et donc ensuite, pourquoi ne pas combiner les deux? C'est ça. Il faut vraiment réussir à combiner les deux. Donc, je vous mettrai en fait juste en haut la petite étiquette, une vidéo sur laquelle j'ai un petit projet pour vous aider à combiner l'algorithmie et le DOM. Réalisez ce projet si vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer à React. Si vous êtes à l'aise sur ce genre de petit projet, alors vous pouvez vous lancer évidemment sur un framework front-end. Je ne dis pas que ça va être facile, je dis que c'est le bon moment. Ok, alors pourquoi choisir React plutôt qu'un autre framework? Alors là, j'ai pris des données du State of JS de 2022, donc celui qui est sorti cette année en 2023. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais vous pouvez aller sur le site, hein, c'est taper State of JS sur Google et vous allez tomber dessus. Et là, je vous ai mis les courbes en gros de rétention des développeurs, c'est-à-dire les développeurs, quand ils choisissent un framework, est-ce qu'ils restent dessus, tout simplement. Et React, ici, vous voyez, c'est cette petite couleur un peu bleu foncé qui se retrouve juste ici. Donc on est à 85% de rétention à peu près. Évidemment, ici, c'est pas évident, c'est pas forcément évident à voir. Donc je vous invite vraiment à aller sur State of JS. Comme ça, vous pourrez placer votre souris sur React et la courbe va ressortir sur le graphique. Vue.js est pas très loin, il est juste en dessous ici, donc quasiment 80% aussi. Et Angular, en revanche, lui, il est bien en dessous, hein. Vous voyez, il y a un peu plus de 40% des développeurs qui restent sur Angular une fois qu'ils l'ont testé. Bon, la rétention, elle est pas très bonne, mais vous voyez, elle l'était davantage, en fait, avant, en 2016-2017, parce que il n'y avait pas tellement d'alternatives, hein. Vue.js, ça n'existait pas encore à l'époque, et React, ça existait, mais c'était encore un petit peu le bébé, on va dire, des frameworks front-end. Ok. Et donc maintenant, un deuxième point de vue, c'est l'utilisation de ces frameworks dans l'ensemble des projets dans le monde. Alors là, c'est encore pire, hein, je veux dire, React, c'est toujours cette couleur-là, et on est à plus de 80%, très 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 loin devant Angular et Vue qui sont juste ici, à moins de 50%. Donc voilà, c'est toutes ces informations-là qui font que moi, je vous invite plutôt à choisir React. Il y a évidemment davantage de demandes aujourd'hui. Je ne dis pas que ça sera toujours le cas dans le temps, mais en tout cas aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de demandes. Vous avez une communauté qui est énorme, donc pour apprendre évidemment, c'est un bonus non négligeable. Vous allez trouver probablement des solutions à toutes les questions que vous allez vous poser sur la route. La doc est bien faite, voilà, tout est. Les développeurs en général aiment bien React, hein, quand ils commencent. Moi, j'ai formé des gens sur React. Voilà, en général, les gens aiment bien React. Ok, donc ça c'était la petite présentation. Maintenant, j'ai une mind map également que je vais vous présenter juste là. Donc, React, comment apprendre React finalement? Moi, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est déjà comment lancer son projet avec React. Vous avez deux grandes possibilités, on va dire. Soit vous utilisez Create React App, c'est la solution classique, disons, mais c'est aussi la solution qui va prendre le plus de temps. Donc ça peut vous rebuter parfois si voilà, vous avez un peu la flemme de lancer votre projet, ou voilà, même pendant la phase de développement, vous allez voir, c'est un peu long des fois quand vous avez une grosse appli, quand l'appli commence à grossir, quand il faut recharger les composants et tout. Bon voilà, c'est un peu long, mais c'est la solution de base qui fonctionne très très bien. Moi j'ai appris avec cette solution-là. La plupart des gens apprennent avec cette solution-là. Voilà, ça fonctionne très bien, donc vous pouvez rester là-dessus. Un autre outil qui s'appelle Vite et qui a de plus en plus de succès aussi en ce moment, va en fait fonctionner un peu différemment, on va le voir juste après. Et évidemment, ça va augmenter un petit peu la vitesse à la fois de la création du projet, à la fois des builds au moment du développement, enfin si on peut dire des builds. Et puis donc ensuite, pour passer en production, on repasse sur une situation un peu classique, mais Vite le gère aussi très bien. Donc vous pouvez en fait utiliser juste cet outil-là tout au long
du processus de développement du projet. Donc ça, c'est pour le départ, pour démarrer avec React, déjà réussir à créer son projet. Et puis ensuite, on passe évidemment sur la partie vraiment intéressante, à commencer à créer des composants. Voilà. React est basé sur les composants, mais tout comme les autres frameworks. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a en fait derrière ce nom de composant et toutes les petites bases à connaître. Alors sachez aussi que cette roadmap s'appuie sur une roadmap qui est donnée sur roadmap.sh que je vous mettrai aussi en description. Ça, c'est celle que moi j'ai créée, donc avec un petit peu mon expérience. Maintenant, je suis développeur back-end, donc moi je me mets aussi en place un petit peu sur ces choses-là. Bon, j'ai enseigné React, mais j'ai un parti pris sur cette roadmap, donc je vous invite évidemment à ne pas tout prendre pour acquis, à toujours vous poser la question de pourquoi je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas mieux, posez-vous des questions. Je vous donne une première roadmap, on va dire une première clé pour avancer. Et évidemment, il y a toujours des compléments, toujours des choses en plus que vous pouvez ajouter. Donc voilà, première notion, les composants. Ensuite, on parle un petit peu du rendu avec le cycle de vie des composants, comment faire des boucles, etc. Ensuite, on passe sur les hooks. Donc les hooks, c'est on va dire des petits outils que vous offre React. Pareil, vous avez une autre boîte à outils, c'est les hooks. Et vous pouvez faire un tas de trucs avec. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Comment faire du routing, c'est-à-dire en gros quand vous changez l'URL, comment est-ce qu'on navigue d'un composant à un autre, d'une page à une autre dans React. Ensuite, on peut aller plus loin avec la gestion du state. Alors le state, pareil, c'est une notion qu'on verra un petit peu plus tard dans les vidéos. Mais voilà, vous aurez une autre notion encore plus tard qui seront les contextes. Comment faire du style, on va dire, un peu moderne avec React. Donc vous avez ces solutions, toutes ces solutions-là. On verra un petit peu comment ça se passe. Ensuite, les API, comment communiquer avec des API grâce à React. Donc vous avez des solutions ici, que ce soit des API REST, GraphQL. Anciennement, il y avait aussi les API SOAP. Si vous avez à naviguer, à utiliser des API SOAP, de toute façon, vous pouvez probablement utiliser quelque chose comme Axios ou d'autres solutions. API REST, c'est un type d'API un peu particulier, mais ça fonctionne pour les API SOAP aussi, en partie. Ensuite, on verra comment faire des tests. Alors, React intègre par défaut React Testing Library et Jest. On verra qu'on peut aussi utiliser d'autres outils. Je ne mets pas tout ici. Vous avez Mocha, vous avez tout un tas de choses possibles. Voilà. Et puis des sujets un peu plus avancés comme les portals, React Hook Form, Suspense, qui est assez récent avec React 18, si je ne dis pas de bêtises, comment gérer les erreurs, etc. Et puis passer sur un framework, puisque React n'est pas un framework, c'est une librairie. Et donc en fait, il y a un framework qui s'appelle Next.js, qui permet de faire notamment du rendu côté serveur, ou à minima des pré-builds, du rendu statique. Donc c'est intéressant de voir aussi cet outil-là. Donc en tout cas, pour l'instant, on va commencer sur les outils pour lancer son projet. Donc je vous parlais de Create React App, qui est, on va dire, la façon la plus classique de démarrer avec React. Vous avez cette commande-là, ici, que vous pouvez copier-coller, tel quel, sur un terminal, et ça va vous générer un projet React avec, du coup, qui va s'appeler MyApp. On va voir juste après. Donc ici, npx create React App, MyApp, et puis vous pouvez en fait utiliser un template de départ. Donc vous allez voir, on va en utiliser un parce que moi, ce que je veux enseigner là sur cette chaîne avec cette série de vidéos, c'est React, mais avec TypeScript. Là aussi, vous pouvez très bien commencer sans TypeScript si vous en avez envie. Il y a tout un tas de YouTubeurs qui le font déjà. Moi, je pense que TypeScript, c'est un indispensable dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Voilà, libre à vous de ne pas commencer avec TypeScript si vous ne vous sentez pas à l'aise sur TypeScript. Maintenant, vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet pour vous former et pour devenir un peu plus à l'aise avec TypeScript. Mais de toute façon, on va faire un peu les choses petit à petit. Donc, pas de panique. Alors, vous avez différents gestionnaires de paquets. Ça, je pense que si vous avez fait du JavaScript, vous connaissez un petit peu. Donc, NPX ou Yarn, ou je ne l'ai pas mis, mais PNPM aussi qui existe. Je l'ai mis pour vite, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis pour Create React App. Mais voilà, vous avez la possibilité de démarrer votre projet avec n'importe quel gestionnaire de paquets. C'est pas... voilà. Moi, j'aime bien Yarn, donc
sur cette série de vidéos, on utilisera plutôt Yarn. Si vous n'avez pas Yarn d'installer, c'est assez simple, hein, tapez Yarn sur Internet. On va vous donner la commande npm pour installer Yarn, ça va être assez simple. Et Create React App en fait fonctionne avec ce qu'on appelle des bundlers. Alors, qu'est-ce que c'est que des bundlers? En fait, c'est un truc qui va packager plus ou moins votre application pour qu'elle soit utilisable par le navigateur. Parce que vous allez voir, React utilise une syntaxe qui s'appelle le JSX, qui n'est pas compréhensible par le navigateur. Donc, il faut évidemment une étape pour passer ce JSX, pour passer en fait tout votre code JavaScript même à quelque chose qui soit utilisable par le navigateur. Et ça passe par des bundlers, ça passe pas que par des bundlers, mais c'est on va dire une obligation avec cette méthode traditionnelle de Create React App. Donc par défaut, c'est Webpack qui est utilisé avec React. Si vous ne comprenez pas cette partie, c'est pas très grave non plus. Mais c'est là-dessus que Vite va faire la différence, hein. Donc nous, on va plutôt utiliser Vite du coup sur cette série de vidéos, mais pas de panique. Encore une fois, même si vous ne comprenez pas tout sur ces deux outils, vous, tout ce qui vous importe, c'est de créer un projet et puis de pouvoir développer le projet. Ces deux outils-là, vous allez voir, ils vont se fondre en fait dans la construction du projet. On les utilise, mais en fait, vous n'avez pas besoin de les connaître en profondeur pour réussir à créer votre projet. Que vous utilisiez l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil après. Alors Vite, la différence, c'est qu'il utilise un autre outil qui s'appelle ESBuild pour gérer les dépendances. C'est un outil qui est écrit en Go. Go, c'est un langage qui n'est pas très vieux non plus, mais qui est assez bas niveau en fait et qui va fonctionner assez rapidement, hein. C'est comment dire, vous allez gagner une vitesse, un facteur 10 ou 100 sur le build de vos packages parce que Go, c'est quelque chose de super rapide. Donc pour toutes les dépendances, il utilise cet outil-là. Vos dépendances, une fois qu'elles sont, on va dire, elles sont compilées, vous n'avez pas besoin d'y retoucher, hein. Donc c'est là où Vite il gagne du temps au début quand vous démarrez l'application, évidemment. Hop, donc je zoome un petit peu. Ensuite, Vite va utiliser un principe assez simple qui est de ne pas utiliser des bundlers. On a utilisé des bundlers parce que en fait les modules JavaScript n'étaient pas les navigateurs n'arrivaient pas à les utiliser avant, donc on devait tout convertir évidemment en CommonJS, hein, le format CommonJS. Donc si vous avez fait du JavaScript, normalement tout ça, c'est des choses que vous comprenez un petit peu, mais voilà, vous avez deux façons de faire. Avant ES6, donc avant 2015, si je ne dis pas de bêtises, vous n'aviez que le format CommonJS, donc pour importer vos paquets, vous aviez require. Et ensuite, avec le JavaScript plus moderne, donc après ES6, vous aviez donc le format ESM, donc les modules JavaScript. Et ça n'a pas tout de suite été utilisable par les navigateurs, mais aujourd'hui ça l'est, hein, dans la plupart des cas. Donc Vite, qui est un outil plus moderne qui est sorti forcément plus tard, fonctionne directement avec les modules, part du principe que pendant la phase de développement, vous pouvez utiliser les modules dans le navigateur, parce qu'a priori vous êtes sur votre machine, vous pouvez très bien utiliser un navigateur qui maîtrise les modules. Donc lui, il ne va pas faire le bundle de toute votre application comme le fait Create React App. Donc en fait, toute cette partie-là, elle prend du temps, quoi. Votre application, elle est prête à être utilisée une fois que tout ce processus-là, il est fait. Alors qu'avec Vite, vous n'avez pas besoin de faire tout ce processus-là. Vite va se tenir prêt directement et en fait va, on va dire, compiler plus ou moins votre code au fur et à mesure en fonction de votre demande. Donc ça lui évite évidemment de faire une grosse préparation de départ quand vous lancez l'application. Ça prendra peut-être un peu de temps ensuite, mais franchement, c'est rien du tout, hein. Quand vous allez demander telle ou telle route, tel ou tel composant, telle ou telle page sur votre site web, hein, il le fait à la demande, donc évidemment, ça va prendre un tout petit peu plus de temps que Create React App sur cette partie-là. Mais vous gagnez tellement de temps au début, franchement. Et puis ça prend pas beaucoup de temps parce qu'en fait, vos pages, elles sont pas infinies non plus. Donc lui, il va réussir à assez vite construire ce qu'il faut. Voilà. Pour démarrer avec Vite,
pareil, vous avez une ligne de commande. Donc avec npm, c'est npm create vite at latest, blablabla. Ensuite, vous avez yarn et vous avez pnpm. Donc pareil, vous pouvez utiliser le gestionnaire de paquets que vous voulez, on s'en fiche. Moi, je vais utiliser yarn. Et on va utiliser le template React TS pour faire du TypeScript. Il n'y a que sur la partie production, quand vous déployez votre application, où là, en fait, Vite va bundler votre application. Alors, pourquoi bundler votre application à ce moment-là? Parce que vous n'allez pas faire évoluer votre code, en fait. L'avantage de ce schéma-là, c'est que pendant le développement, vous allez modifier votre code régulièrement. Donc, en fait, si vous utilisez Create React App, il va à chaque fois rebundler toute l'application, quoi. C'est ça qui prend du temps. Alors, il y a bien une histoire de Hot Module Refresh qui permet de gagner un peu de temps, mais voilà, c'est pas aussi puissant que Vite. Mais Vite, en fait, il se démarque évidemment pendant la phase de développement. Ensuite, en production, le code ne va pas changer, a priori. Donc, il faut bundler votre application pour gagner du temps ensuite quand les gens vont naviguer sur votre site. Et là, pour le coup, c'est pas Webpack qui est utilisé par défaut, c'est Rollup. Bon, après, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va être transparent pour vous. Ok, donc c'était sur cette phase pour démarrer. Donc, l'idée de cette roadmap, c'est d'avoir une vision un peu macro. Vous voyez un petit peu toutes les étapes, on va dire, sur lesquelles vous pouvez avancer petit à petit pour monter en compétence sur React. Et nous, on va commencer directement ici dans Visual Studio Code. Avec peut-être pour commencer npm et create react app pour vous montrer un petit peu, alors même yarn, hein, moi j'aime bien yarn donc j'utiliserai yarn tout le temps, mais donc je vais faire yarn create react app. Donc tout simplement en fait, hein, je prends la commande que j'avais mis ici. Hop, donc je reviens ici et là je vais mettre le nom de mon application, donc là je vais mettre cra react app. Alors pourquoi CRA? En fait, c'est Create React App en diminué. Donc comme ça, je saurai en fait, ici avec quoi j'ai construit mon application à la base. Et je vais utiliser le template TypeScript. Hop, TypeScript. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça va prendre un peu de temps. Donc je vais prendre un autre terminal ici. Tac. Et je vais construire l'application avec Vite. Donc pareil, vous pouvez tout bêtement copier-coller là la commande, hein, yarn create Vite, blablabla. Donc on y va. Donc yarn create Vite. Alors là, je vais l'appeler, j'ai appelé cra react app, on va l'appeler Vite react app. Et j'utilise le template. J'écris n'importe quoi, le template React TS. Alors, voilà, vous voyez, ça prend une seconde de construire son application avec Vite. Ici, c'est toujours pas terminé, mais attention à la supercherie quand même. Avec Create React App, vous avez ici le dossier Node Module qui apparaît, et vous ne l'avez pas avec Vite. Qu'est-ce que c'est que ce dossier-là? En fait, c'est le dossier dans lequel vous avez vos dépendances. Donc, dans tous les projets JavaScript que vous faites du React ou du Node, ou voilà, dès que vous avez un projet JavaScript, vous avez un truc qui s'appelle le package.json. Hein. Dans les deux, vous avez ce petit fichier qui est là. Donc si je l'ouvre et que je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle dependencies. Donc il y a le React et le React DOM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez des dépendances de développement, donc notamment tout ce qui est TypeScript, les types. Là, vous avez une petite dépendance Vite, TypeScript évidemment, puisque en production, à la fin, le code que vous avez, c'est du JavaScript. Hein. Votre navigateur ne sait pas lire le TypeScript. Et puis donc Vite. Bon. Et donc en fait, il ne vous a pas construit le node module. Donc vous avez la liste des dépendances, donc ça c'est pas mal, mais vous n'avez pas les dépendances. Donc le problème de ça, c'est qu'évidemment, quand vous allez construire votre application, quand vous allez vouloir la lancer, vous ne pourrez pas la lancer parce que vous n'avez pas les dépendances. Donc avec Vite, il y a une étape supplémentaire. Il faut aller dans le projet, donc Vite React App, et faire un petit yarn
install. Si vous êtes avec npm, vous pouvez faire pareil, npm install. Et ça va vous installer toutes vos dépendances. Vous pouvez prendre pnpm, hein, c'est pareil, c'est pnpm install. Donc là, je vous laisse un petit peu choisir le gestionnaire de paquets que vous préférez. Donc là, en gros, pour faire simple, on a 12 secondes 54 plus 1 seconde 0,5. En gros, on peut arrondir à vite fait 14 secondes, quoi. En 14 secondes, notre projet, il est en place. Alors que sur l'autre terminal, pour avoir le projet en place, il nous faut 91 secondes. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est beaucoup plus long. Et vous allez voir, pendant le développement, ensuite, pareil. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment un facteur 10, il y a peut-être un peu moins que ça quand même. Mais voilà, vite, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rapide. Hein. Donc si vous êtes des petits flemmards comme moi, utilisez vite en fait, hein, tout bêtement. Et ensuite, vous avez ici dans le package.json une partie qui s'appelle script. Et donc en fait, nous, tout ce qui nous intéresse, ça va être ce petit mot-clé et éventuellement, bon voilà. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est les petits mots-clés à chaque fois. On va pas vraiment utiliser vite directement. Je ne vais pas taper dans le terminal vite, blablabla. Je vais en fait utiliser mon gestionnaire de paquets hein, pour lancer l'application. Donc, que ce soit vite ou que ce soit Create React App en coulisses, on s'en fiche. En fait, c'est transparent pour vous. Donc, voilà. Moi, mon petit conseil, c'est évidemment vite. Hein. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment, c'est un bonheur. Ok, donc globalement, la structure est à peu près la même hein, parce que c'est un projet React vide. Donc, que je regarde l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais regarder l'application vite. Donc, comment ça se goupille? Vous avez donc le fameux package.json que vous n'aviez peut-être pas vu. Donc, par le passé, hein, là vous venez de le voir. Vous avez donc plusieurs informations dans ce fichier. Vous avez cette partie ici avec le nom du projet, la version du projet, etc., etc. Donc un petit peu, on va dire, les métadonnées du projet. Vous avez toujours une partie script qui sont en fait les commandes que vous pouvez lancer avec votre gestionnaire de paquets sur le projet. Donc je pourrais très bien aussi imaginer une commande pour tester le projet, pour lancer des tests unitaires. Bon, c'est peut-être voilà, des choses qui ne vous parlent pas trop pour l'instant, mais c'est ici que ça peut s'ajouter. Et puis vous avez des dépendances. Dès que vous allez ajouter des librairies à votre projet, eh bien, ça va venir s'ajouter ici. Donc vous avez en fait le nom des dépendances à chaque fois. Vous avez deux parties, les dépendances tout court et puis les dépendances de développement. Quelle différence entre les deux? Ces dépendances-là, en fait, quand vous allez déployer votre application en production, elles vont disparaître. Vous ne les utiliserez plus. Alors que ces dépendances-là, elles seront toujours là. Hein. Elles ne peuvent pas disparaître, sinon votre projet, en fait, il plante. Hein, il ne sait plus se lancer. Donc dès que vous avez comme ça une librairie que vous ajoutez à votre projet, donc je ne sais pas, vous voulez lire du Markdown, vous voulez faire des requêtes HTTP, des choses comme ça, vous allez ajouter une nouvelle librairie et votre projet sera donc capable de l'utiliser. Ok, donc ça c'est le package JSON. Vous avez le yarn lock. Si vous êtes avec npm, vous avez un package lock.json. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la version de vos librairies qui sont fixées en dur. Voilà, on sait quelle version précise de vos dépendances vous utilisez. Bon, c'est pas très important au départ, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête pour la suite. Hein. Vous voyez dans le package JSON, si j'y reviens, vous avez ici les versions minimum que vous pouvez utiliser sur le projet. Donc là, ici, il m'a mis tout ça. Si vous voulez mettre à jour pour passer aux versions supérieures, c'est aussi possible avec votre gestionnaire de dépendance. Je ne m'étale pas sur le sujet, mais ça va faire évoluer votre yarn.lock ou votre packagelog.json. Vous avez la config vite. Bon, laissez-la comme elle est, on s'en fiche. Vous avez évidemment avec TypeScript le tsconfig.json. Si vous faites du JavaScript, vous n'avez pas ce fichier, donc c'est une petite complexité supplémentaire. Mais vous voyez en fait, il est là, il est dispo. Vous pouvez ne pas y toucher et ne pas comprendre dans un premier temps à quoi sert ce truc-là. Voilà, on s'en fiche un peu. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, je vous invite à comprendre un peu à quoi sert ce fichier, mais voilà, c'est toute la configuration de TypeScript. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est d'avoir le strict à true. Hein. Quitte à utiliser TypeScript, on va l'utiliser de la manière la plus stricte possible. On pourrait ne pas le faire. Moi, je vous invite à le faire parce que
c'est quelque chose qui va évidemment simplifier l'évolution de votre application. Elle va être moins dure à maintenir si vous utilisez toute la puissance de TypeScript. Là, on va utiliser les modules JavaScript, on ne va pas utiliser le format CommonJS. On peut changer évidemment la cible JavaScript voilà, qu'on veut avoir à la fin sur notre application en production quand on va build l'application. Donc en gros, nous, on fait du TypeScript moderne, hein, on ne s'occupe pas de savoir si le navigateur va comprendre. Et si on veut être, on va dire, rétro-compatible sur des navigateurs un peu anciens, eh bien en fait, c'est ici que ça va venir se renseigner. Vous avez TypeScript qui va venir prendre votre code et qui va faire en sorte que le JavaScript qui en sort, ce soit du JavaScript compris par tous les navigateurs, même les navigateurs anciens. Donc là, ES Next, c'est quand même plutôt du JavaScript moderne qui va sortir. Donc seulement les navigateurs un peu récents vont réussir à comprendre le code qui sort. Mais enfin, quand je dis un peu récent, globalement, vous inquiétez pas, votre navigateur sur votre ordinateur, s'il est à jour, c'est gagné. Ok, donc voilà, c'est surtout ces choses-là qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et donc, vous avez ici un index HTML. Donc là, ça, je pense que c'est quelque chose que vous comprenez. Bah, votre page, en fait, elle commence toujours par là. Hein. Vous avez un body ici. Et le seul truc par contre, c'est que vous avez une coquille vide, hein, comme vous pouvez le voir, il y a une div, root, et il n'y a rien dedans. Voilà. Donc il n'y a rien dedans. Vous avez ici un script main, enfin, qui pointe sur main.tsx. Qu'est-ce que c'est que ce main.tsx? Il est dans le dossier src, donc si je déplie, ça fait référence à ce fichier-là. Donc en fait, votre index HTML, le truc qui va arriver sur votre navigateur quand vous allez vouloir voir votre application se lancer, et ben c'est ça que vous allez recevoir, même si ça se voit pas, ça se verra pas à l'œil nu, c'est cette information là que vous allez recevoir au premier abord. Et ensuite JavaScript va construire tout un tas de trucs. Donc ce qui est important de retenir, c'est que finalement dans votre body vous avez que ça à la base. Et React va ajouter des choses. Il va ajouter des choses parce que main.tsx il est appelé. Donc vous avez un dossier src ici. Et c'est là-dedans que nous, on va venir construire notre application React. Ça veut dire source, hein, c'est une simplification. Donc main.tsx, ça porte bien son nom, c'est-à-dire c'est le fichier principal. Vous avez ici un truc qui s'appelle React DOM create root, blablabla, blablabla. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il vient récupérer votre élément root. Voilà, il fait un get element by id. Donc si vous avez fait du JavaScript, évidemment, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Hein, c'est le DOM classique. Donc il vient chercher votre root. Et oh, magie, ici vous avez votre balise div avec un ID root. Donc il récupère quoi? Il récupère exactement ça. Ok, il récupère ça. Alors c'est du TypeScript, donc il le récupère de manière typée, c'est-à-dire qu'en gros, ce truc-là, il ne sait pas trop ce que c'est, et vous lui indiquez que c'est un HTML élément. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée, mais de toute façon, c'est écrit pour vous. Donc pour l'instant, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave non plus. Donc vous créez la racine de votre application React, et dans ce truc-là, vous allez ajouter des choses. Vous allez ajouter votre app. Et app, il est ici. Et donc là, bon, il y a un truc qui est tout fait pour vous, hein, pour commencer. Mais c'est un truc qu'on va casser et qu'on va venir reconstruire à notre sauce, évidemment, puisque là, c'est un projet de base. Hein, quand vous lancez votre projet React pour la première fois, vous avez ce code-là qui est écrit. Donc ici, bah, vous avez en fait une div qui va venir s'insérer dans cette div-là. Hop. Donc dans votre route. Voilà. En gros, c'est ça qui se passe. Donc le main TSX, il fait rien d'autre que insérer votre app dans le route. Voilà. Et donc ensuite, dans app, bah, là, c'est là que vous allez pouvoir écrire votre code. Donc là, si je lance yarn dev, donc je lance mon application en développement, vous voyez, il vous donne ici la petite URL qui va bien. Et si je reviens sur mon navigateur, et bien voilà, j'ai lancé mon application. Voilà, quand on clique, il y a un compteur, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre app. Et si je lance l'inspecteur, donc ça, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser aussi, vous avez en fait ici donc votre body avec la fameuse div root et à l'intérieur votre div app. Donc vous voyez, en fait, ça, c'est votre composant app qui se retrouve ici. Et donc après, bah, vous avez évidemment tout le code qu'il y a dans le composant app. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente.
vous avez un peu de CSS qui vient s'ajouter. Et donc en fait, quand vous créez votre projet, eh bien vous avez cette page de base ici, Vite plus React. À savoir que quand vous utilisez Create React App, la page est un peu différente parce que là du coup ils font un peu de pub pour Vite. Mais voilà, de toute façon on s'en fiche parce que ce code là on le dégage ensuite pour écrire notre code à nous. Ok, vous avez un petit asset dans lequel vous pouvez mettre des images et vous avez un dossier public qui est donc un dossier que les crawlers, que les robots de Google vont pouvoir voir en fait. Enfin bon bref, de toute façon pareil. Ici, on va pas forcément y mettre grand chose, mais voilà, ça peut servir. Si par exemple vous avez votre icône, vous savez l'icône que vous mettez, ça doit être ce qui est là, voilà. L'icône que vous mettez en fait dans le petit onglet en haut du navigateur, c'est-à-dire ce truc-là, ça, c'est un truc qui doit être dans public. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui va venir se construire au fur et à mesure de la navigation dans l'application, c'est quelque chose qui va être là tout le temps à la base. Donc ça doit être dispo pour votre index HTML et dans ce cas-là, du coup, ça va venir dans le dossier public. Donc ici, comme c'est ce logo-là qu'on utilise pour l'onglet, évidemment, il faut que ça soit dans public. Mais toutes les autres images, a priori, comme vous allez les insérer au fur et à mesure de la navigation dans l'application, vous allez les mettre dans le truc qui s'appelle Assets. Voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc vous voyez, dans public, il n'y aura jamais grand chose, a priori. Et donc vous avez votre mode module. Bon, ça c'est, on l'a vu. Donc j'espère que cette vidéo introductive, qui est un peu longue, je le reconnais, vous aura quand même permis de bien comprendre quand est-ce qu'il faut commencer React, pourquoi on utilise React, pourquoi choisir React, et puis en fait comment construire son premier projet avec React. Je sais que si vous en êtes là, vous avez sûrement très envie d'avancer davantage dans le code, mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo pour que cette vidéo-là ne dure pas une éternité. Vous voyez, je suis en train de perdre ma voix. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez récupérer la roadmap, je vous invite à aller dans la description. Je vous mettrai le lien pour télécharger la roadmap complète que moi j'ai créée. C'est ma roadmap. Vous pouvez la reprendre et la mettre à votre sauce, évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette série YouTube de React et TypeScript. À la prochaine.